L'intérêt de notre métier, c'est justement de pouvoir allier les deux types de compétences, à la fois des compétences techniques et d'un autre côté, on a besoin de beaucoup de compétences autres, de type relationnel. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous nos auditeurs, merci pour votre fidélité et autant que vous nous accordez. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet dont l'importance ne cesse de croître, notamment face aux évolutions de la profession. Il s'agit bien entendu des sciences humaines. Et pour ce faire, nous recevons Céline Chicot, une experte comptable et associée du cabinet GMBA, dont l'expérience nous permettra de mieux en comprendre les enjeux. Bonjour Céline, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Judy, c'est parfait, c'est bientôt les vacances. Super. Bon alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs un peu plus précisément que ce que je viens de faire ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Céline Chicot, j'ai eu un parcours un petit peu atypique pour la profession comptable. J'ai été à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, mais j'ai fait là-bas des sciences humaines, donc de la philo, des langues, de la littérature. Et ensuite, je me suis reconvertie après une période dans l'enseignement d'une dizaine d'années. Je me suis reconvertie donc dans tout ce qui était finance et comptabilité et j'ai obtenu dans ce cadre mon DEC. Et puis, je me suis associée chez GMBA. Et du coup, tu as commencé ce parcours dans l'expertise comptable il y a combien d'années à peu près ? Il y a à peu près une dizaine d'années. Et ton expérience en tant que professeur, elle a duré combien de temps ? Elle a duré à peu près pareil, presque une dizaine d'années également. Donc là, aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, tes expériences professionnelles, tu as la moitié de ton expérience qui est liée à l'enseignement et la moitié qui est liée à l'expertise. Exactement. Et du coup, comment on passe de 10 ans d'années en tant que professeur à l'expertise comptable ? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment qu'est-ce qui s'est déclenché dans ta vie, dans ta tête pour que tu te dises je vais aller dans l'expertise comptable ? Oui, alors effectivement, ça peut sembler un petit peu farfelu. Heu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est enseignant et notamment à un moment donné, j'étais enseignante dans un IUT, on a quand même un certain nombre de responsabilités. Donc on gère, bien sûr, nos classes, nos élèves, nos étudiants, mais on gère aussi notre budget, on gère, des projets pédagogiques avec d'autres. On gère également, quand on est, dans les IUT, des recrutements d'enseignants vacataires. Donc en fait, on a une équipe, on a un planning, on a un budget et ça, cette dimension-là, elle m'intéressait beaucoup et j'avais envie de me réorienter vers tout ce qui était, finance, gestion budgétaire, contrôle de gestion. D'accord. Et donc tu as commencé par un DCG ? Enfin, tu avais Heu, déjà... alors comme j'avais déjà un master 2 en sciences humaines, ça m'a permis de m'inscrire directement au DSCG puisque au moment où je l'ai passé, il y avait des équivalences à un niveau bac+5. J'ai préparé le DSCG en candidat libre, donc avec des manuels tout simplement, hein. J'ai pas mal travaillé de mon côté et j'avais aussi passé quelques UE au CNAM à distance pour me familiariser avec tout ce qui était comptabilité et voir si ça me plaisait. Mais il faut savoir que la vraie décision de devenir expert comptable, je l'ai prise après avoir lu une bande dessinée de l'ordre des experts comptables qui avait été publiée. Je l'avais trouvée sur internet et c'était une petite bande dessinée qui expliquait ce que c'était que l'audit, ce que c'était que le conseil financier auprès de dirigeants de TPE-PME. Et quand j'avais vu ça, donc ça racontait la journée type d'un expert comptable qui arrivait au bureau, qui partait voir la nouvelle usine de son client, ensuite qui revenait voir ses équipes au cabinet. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas du tout l'idée que je me faisais d'un expert comptable. C'est pas du tout poussiéreux et que dans les chiffres. C'est aussi très vivant. Il y a beaucoup de contacts humains. Ça bouge beaucoup. Et je me suis dit, bah ça, c'est sympa.
parce que ça va me permettre de ne pas m'ennuyer et de voir tous les jours quelque chose de différent. Et comme quoi, la communication, ça peut éveiller des vocations. Et donc toi, tu disais que tu avais une image de l'expertise comptable qui était, plutôt poussiéreuse. Tu as découvert qu'en fait non, pas du tout, c'était pas ça, la réalité. Est-ce que dans ton entourage, je vais dire plutôt au niveau des jeunes, des étudiants, tu remarques qu'eux aussi, ils ont la même, vision de la profession? Oui, c'est tout à fait le cas puisque, bon, parce que j'ai été enseignante et que j'ai cette fibre-là de la transmission et aussi parce que mon parcours est un peu atypique, j'ai participé par exemple à des journées portes ouvertes, d'un lycée et effectivement les lycéens, ne venaient pas trop voir mon stand, expertise comptable, parce que ça ne les intéressait pas, de prime abord et finalement j'ai réussi à les attirer en leur disant: «Bon, bah, ça vous intéresse peut-être pas, vu comme ça, mais je vais vous expliquer ce que c'est comme métier et à quel point ça peut être passionnant». Et finalement, j'ai eu, beaucoup de groupes, de lycéens qui se sont relayés, auprès de mon stand et alors qu'ils en avaient l'image d'un métier un peu ennuyeux, pas très, «sexy» entre guillemets, ils se sont rendus compte que ça pouvait être, passionnant. C'est ça et en plus, le métier, il s'exerce différemment en fonction des structures et justement, donc un expert comptable, il effectue plein de missions différentes. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Alors, moi, dans mon quotidien, donc, j'ai une partie, de mon portefeuille qui est un portefeuille classique en expertise, comptable, d'accompagnement des dirigeants. Donc on fait bien sûr de la tenue comptable, mais, maintenant on est de plus en plus amené à faire de l'intégration de données, via des outils. On accompagne les clients au niveau des payes, du juridique et cetera, de leur fiscalité. Donc ça, c'est une partie de mon portefeuille client et puis, la moitié de mon activité consiste à donner des conseils en matière, financière et dans ce cadre-là, j'ai développé, avec les autres associés de mon cabinet, une ligne de service, conseil, avec toute une gamme, de missions de conseil financier de type, bien sûr évaluation prévisionnelle, mais également accompagnement des dirigeants de PME lors de transactions. Donc soit, on est, côté acquéreur, soit on est côté cédant, donc soit pour des audits d'acquisition, soit pour des, missions d'accompagnement à la cession. Et puis on a aussi une partie de notre activité conseil qui est liée à du contrôle de gestion un petit peu poussé et à l'élaboration de tableaux de bord avec des outils de business intelligence. D'accord. Donc, tu travailles chez GmbH. Est-ce que, tu peux nous partager quelques valeurs du cabinet pour qu'on puisse un peu, identifier, bah, ton cabinet? Oui, alors, donc la devise un petit peu du cabinet, c'est d'être UP. Ce qu'on appelle UP, c'est utile, proche et engagé. Bah, utile parce que c'est bien pour nous de nous sentir utiles et c'est bien que les dirigeants nous trouvent utiles. D'ailleurs, c'est ce qui donne du sens à notre métier et je pense que c'est ce qui permet de retenir, les jeunes au sein du cabinet. Ensuite, bah, il faut être proche. C'est vrai qu'on essaye d'être proche du dirigeant et engagé parce que, bah, voilà, on accompagne les dirigeants au quotidien et pour nous, c'est vraiment, très important. Après, en termes de valeurs, bien sûr, c'est la confiance, c'est l'esprit collectif, enfin voilà. C'est tout ce qui fait, que notre cabinet, est agréable, au quotidien. Ouais, évidemment. Et GmbH, où est-ce qu'il est situé, en France? Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est qu'en France ou c'est aussi à l'international? Alors, GmbH, c'est un cabinet de 230 collaborateurs. On est situé sur 4 sites en région parisienne, 3 sites à Paris et un site à Orsay. On fait partie d'un réseau national Walter France et ce réseau national appartient à un réseau international Alignal Global. Donc D'accord. ça nous permet aussi d'avoir, soit des contacts, hein, soit des éléments d'échange, à la fois au niveau national et au niveau international. C'est vraiment très enrichissant comme, structure. Ouais, c'est clair et surtout, du coup, si jamais, on a envie, dans notre carrière d'avoir un peu, enfin, si on a des envies, on va dire de voyage ou, d'horizon, il y a enfin, je suppose qu'il y a possibilité, de saisir des opportunités via le groupe et l'alliance, pour, travailler peut-être à l'étranger ou dans un autre endroit. Mmh. Alors on n'est pas un réseau intégré, mais effectivement, on peut avoir, des contacts, soit dans des cabinets nationaux, soit dans des cabinets internationaux pour avoir une mobilité. Ça se fait un petit peu en France, ça se fait un peu moins au niveau international,
Mais au niveau international, le réseau est en train de développer ce qui s'appelle du détachement mutuel pour pouvoir faire un échange de collaborateurs pendant quelques semaines pour enrichir le parcours professionnel de chacun des collaborateurs de chaque cabinet et faire en sorte justement de leur offrir une expérience enrichissante qui leur permette de rester dans leur propre cabinet et de pouvoir évoluer peut-être un peu plus vite. Ah, c'est trop bien ça, ça fait un peu comme, un safari, tu sais, où on se balade, avec, notre, camionnette et puis on va voir, ce qui se passe ailleurs et on prend des Mmh, infos et tout, mmh, c'est vrai que tous les cabinets ne enfin, tous les métiers ne permettent pas de faire ça mmh. et je pense que c'est un avantage, de pouvoir proposer ça, aux collaborateurs. Alors pour l'instant, on n'a pas encore réalisé ce type d'échange parce qu'on en est au tout début au niveau du réseau international. Et pour l'instant, ils ont fait des échanges entre cabinets anglophones. Voilà. Mais D'accord. pourquoi pas moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça nous a été présenté très récemment. Après, il faut voir la mise en place. Mais effectivement, je trouve que c'est une piste à explorer qui est vraiment intéressante. Affaire à suivre du coup. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet, donc les sciences humaines. Est-ce que tu peux nous donner une définition un peu détaillée de ce que c'est que les sciences humaines pour que ça parle à tous nos auditeurs? Oui, bien sûr. En fait, quand on fait des études, on oppose assez souvent les sciences dures, ce qu'on appelle les mathématiques, la physique, la biologie, avec ce qu'on appelle les sciences molles, c'est-à-dire des sciences mais qui n'en sont pas tout à fait, parce que voilà, on oppose souvent les parcours économie, gestion, littéraire avec des parcours plus scientifiques. Donc les sciences humaines, effectivement, ça va être tous les aspects un peu philosophiques, sociologiques, culturels qui vont être abordés. Donc ça peut recouvrir aussi bien les lettres, la sociologie, l'économie, voilà. Donc c'est pour moi, enfin la perception que j'en ai, c'est vraiment, on appelle ça des sciences humaines par opposition vraiment aux sciences dures. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, de d'une science humaine, je sais pas si on peut vraiment, nommer ça ou catégoriser ça en un mot, mais, est-ce qu'il y a quelque chose, qui appartient aux sciences humaines? Oui, bah, par exemple, on peut prendre l'exemple de la philosophie, hein. C'est vrai que quand on en fait, au lycée, on a l'impression qu'on va étudier quelques textes, quelques notions, quelques auteurs. Mais quand on en fait, à «haut niveau» entre guillemets, ça devient une science. C'est-à-dire qu'il y a énormément de concepts à savoir, très divers. Il faut savoir jongler dans l'histoire de la philosophie, approcher des concepts qui sont quand même, assez, clairement définis en fonction des différents auteurs et finalement, on retrouve quand même cet esprit scientifique de rigueur, d'organisation de la pensée, euh, qui fait que la philosophie est également une science à part. D'accord. Et du coup, si on parle des sciences humaines dans ce podcast, c'est qu'il y a un intérêt à l'appliquer au secteur d'expertise comptable, donc pas forcément la philosophie en tant que telle, mais les sciences humaines d'une manière large. Euh, qu'est-ce que... Donc, toi, dans ton travail, est-ce que tu es amené à faire des recrutements? Oui, 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 alors tout le temps. Tout le temps? Mais je pense que je ne connais pas d'associé dans un cabinet d'expertise comptable qui, à l'heure actuelle, ne fasse pas de recrutement. En fait, je pense que pour appliquer tout ce qu'on vient de dire à notre métier, dans notre métier, c'est un petit peu pareil. On va opposer la technique. Donc là, la technique, pour moi, je le mettrais du côté des sciences dures, hein, c'est-à-dire les maths, etc., etc. Donc il y a un côté très, très technique de notre métier, avec un certain nombre de connaissances à avoir, à agencer et à mobiliser au quotidien. Donc ça, c'est un côté qui est peut-être assez aride, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le métier d'expert comptable, on le voit avant tout comme quelque chose d'un peu rébarbatif, justement du fait de ce côté qui est très technique. Et puis de l'autre côté, on a les sciences humaines, donc ce qu'on appelle vulgairement les sciences molles. Donc j'aime pas trop cette expression, mais bon voilà. Après, ça veut bien dire ce que ça veut dire dans l'imaginaire collectif. On a toute cette partie des sciences humaines qu'on appelle souvent dans les entreprises les soft skills. Et finalement, ce sont ces compétences-là qui tiennent de compétences relationnelles, de communication, de management, etc.,
qui sont l'autre versant de notre métier. Donc en fait, de même qu'on a sciences dures, sciences humaines d'un côté, ben, dans notre métier, on a un petit peu tout ce qui est technique et tout ce qui est autre, mais qui est pourtant essentiel à notre métier. Et je trouve que l'intérêt de notre métier, c'est justement de pouvoir allier les deux types de compétences. À la fois des compétences techniques, bah parce que bien sûr, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On est une profession réglementée, on est obligé d'avoir le diplôme d'expertise comptable pour pouvoir exercer. Et d'un autre côté, on a besoin de beaucoup de compétences autres, de type relationnel, par exemple, parce que bah, toute la journée, on manage des équipes, on gère des relations avec les clients. Et tout ce qu'on peut faire pour acquérir ces compétences autres que techniques ne peut être que bénéfique dans notre quotidien. D'accord. Et si tu devais apporter un ratio entre, on va dire, les soft skills et les compétences techniques, qu'est-ce que tu mettrais? Alors moi, je trouve que dans notre métier, c'est vraiment 50-50, peut-être 60-40, parce que c'est vrai qu'on est très technique, donc il faut au moins qu'on ait la moitié de nos compétences qui soient techniques. Euh, Mais après, si on ne développe pas d'autres compétences, c'est vrai que c'est compliqué ensuite de gérer les équipes, de gérer les relations clients, de pouvoir avoir une bonne progression sur le plan commercial. Nous, on dit souvent que pour devenir un associé dans un cabinet, il faut avoir trois types de compétences: des compétences techniques, des compétences managériales et des compétences sur le plan commercial. Euh, mais dans les faits, on n'est pas sur du un tiers, un tiers, un tiers. On est plus, je trouve, sur au moins 50% de technique et puis le reste en termes de compétences managériales et commerciales. D'accord. Hem, c'est curieux ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vrai qu'au moment du recrutement, les compétences, ça compte, mais après, les compétences, c'est aussi quelque chose je pense que tu peux développer, dans ta carrière professionnelle et c'est vrai que c'est important de mettre en avant ou de valoriser les soft skills parce que ça, c'est quelque chose moins, qui est moins amené à bouger en général, tandis que les compétences, bah, la formation, tu l'as fait tout au long de ton expérience professionnelle. Donc en soi, peut-être au recrutement, ça a plus de valeur, plus d'importance, une plus grosse place, mais après, dans l'évolution de carrière, ça en a un petit peu moins. Oui, alors c'est sûr qu'on fait toujours passer des tests techniques lors des entretiens, puisque c'est important d'avoir des connaissances techniques qui sont solides. Après, si on voit que quelqu'un a du potentiel et qu'il a toutes les compétences requises, y compris humaines, relationnelles, etc., pour progresser, on va faire peut-être davantage de paris qu'avant, de recruter certains profils pour voir effectivement ce que ça peut donner sur le terrain, et on accorde peut-être davantage de chance à des profils un peu plus atypiques qu'avant. Parce qu'effectivement, si on recrute quelqu'un qui sait apprendre, qui a une appétence, une curiosité et qui est rigoureux, il va pouvoir acquérir ses compétences techniques sur le terrain. Mais de la même façon, quelqu'un qui est très technique peut tout à fait acquérir les compétences managériales, commerciales au fur et à mesure, parce que ce sont des compétences aussi qui se travaillent. On a souvent l'impression que les soft skills sont innés. Alors c'est vrai que certains ont davantage de facilité que d'autres pour communiquer, pour aller dans des salons ou autres événements commerciaux. Mais finalement, les compétences managériales ou commerciales, elles s'acquièrent aussi au fil du temps, en faisant des efforts, en, en se mettant dans un certain type de situation et en améliorant à chaque fois notre comportement. Voilà, c'est pas, on n'est pas souvent, on dit, bah, voilà, telle personne est technique, donc elle pourra jamais manager ou faire du commercial. C'est vrai que naturellement, on a certains penchants, mais tout s'acquiert. Si on a envie et qu'on est conscient du fait que ce sont des compétences indispensables à avoir ou à acquérir, bah, c'est sûr que il y a des formations, il y a voilà, on peut s'entraîner au quotidien. Bah, je vois pour les relations commerciales, bah,
Si on fait un premier événement, après un deuxième, après un troisième, on observe ce qui se passe. Après, on arrive mieux à créer des liens avec des gens qu'on connaît pas. On arrive à cerner un peu plus qui est qui. Donc, moi, je trouve que tout peut s'acquérir dans un parcours à partir du moment où on en a l'envie et où on se fait aider, quoi. Parce que c'est sûr que tout seul, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les cabinets, à un certain niveau, on a des formations techniques, mais normalement, on a aussi de plus en plus de formations sur des soft skills, sur comment on peut gérer des équipes, comment gérer un conflit avec un client, etc. D'accord, d'accord. Et donc au niveau de, enfin moi je vais appeler ça une stratégie un peu ce que vous mettez en place, le fait aussi de valoriser les soft skills. Est-ce que au niveau des carrières des collaborateurs qui sont chez vous, vous avez plus, enfin vous avez remarqué des certains résultats, plus peut-être, enfin moins de turnover, ou alors des gens qui restent plus longtemps, qui ont envie d'évoluer? Oui, alors nous, chez GMBA, on a un turnover qui est assez faible. Euh, alors effectivement, c'est parce qu'on essaie de proposer des parcours un petit peu sur mesure, même si bien sûr, il y a toujours des parcours types, hein. On essaye de faire varier un petit peu les portefeuilles clients en fonction des attentes de chacun et des évolutions, hein, en termes de compétences. Euh, Par rapport à cette montée en puissance des équipes et notamment au moment où ils peuvent être chargés de dossiers, chefs de mission au sein du cabinet, on essaye, mais c'est pas facile, hein, puisqu'en fait les associés sont souvent assez techniques, donc on a ce penchant naturel pour la technique, mais on essaie de valoriser de plus en plus des échanges euh, entre les différentes, enfin au sein de l'équipe, par rapport à des sujets de management, par rapport à des problématiques de relations clients. Donc, on essaie de plus en plus de former également à ce niveau-là. Et si on ne forme pas, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a la formation, mais moi, je crois beaucoup aux échanges entre des associés peut-être qui ont plus d'expérience, des associés qui sont plus jeunes, des associés qui sont jeunes avec des chefs de mission qui démarrent en tant que chefs de mission. Donc on essaie d'instaurer aussi des moments un peu informels comme des déjeuners ou des temps de parole libres pour pouvoir justement évoquer ce type de sujet entre nous. Et c'est vrai que bah, au sein de mon cabinet, on a des associés fondateurs et assez souvent, même moi, je vais aller prendre leur avis sur tout un certain nombre de sujets. Alors, ça peut être des sujets techniques, mais bien souvent, ce ne sont pas que des sujets techniques, ce sont vraiment des sujets commerciaux ou de gestion de la relation client ou de gestion des équipes. Et je vais toujours essayer de prendre un autre avis parce que finalement, l'expérience, parce que bon, on peut avoir tout un tas de formations sur le management et sur la relation client, mais c'est vrai que le partage d'expérience, je trouve que c'est vraiment très riche. Et moi, ça m'apporte beaucoup au quotidien. Donc, bah, je remercie tous ceux que je sollicite au quotidien bah, sur des sujets un petit peu complexes. Parce que franchement, ils ont toujours été là pour répondre à mes interrogations et pour me partager justement leurs expériences pour que j'arrive après à me faire une opinion et à choisir la bonne voie, même s'il n'y a pas une voie parfaite, hein, mais en tout cas, moi, je prends beaucoup conseil, soit auprès de mes collègues associés qui m'entourent, hein, soit auprès des associés qui ont beaucoup plus d'expérience bah, pour pouvoir apprendre et justement enrichir ma vision sur certains aspects de mon métier. Et je trouve vraiment que c'est primordial. Et cette disponibilité à la fois de mes collègues associés et des associés fondateurs du cabinet, c'est vraiment quelque chose de très précieux pour moi. Comme tu dis, il n'y a pas un seul chemin, une seule façon de faire. Et tu as un peu répondu à la question que je voulais te poser, c'était sur quel support vous vous basiez chez GMBA pour améliorer la communication et la collaboration. Donc tu as parlé des moments d'échange, de consultation. Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour favoriser tout ça? Alors nous, on met beaucoup de choses en place en termes de communication, que ce soit en termes de communication interne ou externe.
Mais justement, par rapport à l'esprit d'équipe, à la gestion, justement des collaborateurs pour que tout le monde se sente bien et communique bien, alors nous, c'est un peu compliqué parce qu'on est plusieurs sites. Donc il faut que tous les sites soient au même niveau de communication, ce qui est pas toujours simple. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi pour nous. Donc nous, on met en place, beaucoup d'événements, internes, donc des after work, on avait fait des jeux, alors des escape games en ligne avec des équipes qui mixaient les gens des sites. Donc ça, c'était très sympa. On fait une réunion mensuelle chaque mois sur chaque site, mais qui permet à tout le monde d'être au courant de ce qui se passe dans le cabinet. Donc on a toujours voilà un petit point sur la vie du cabinet. On a aussi un rapport intégré en interne qui réexplique nos valeurs, nos engagements, notre gouvernance, nos principaux chiffres, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs, etc. Et on le partage avec tous les collaborateurs du cabinet. Et puis après, en termes de communication intersite, on a des lignes de service par métier. Et chaque ligne de service métier donc, est dirigée par un associé et a des correspondants sur chacun des sites, justement pour faire passer la communication sur tel ou tel aspect métier et faire également en sorte qu'il y ait une sorte de synergie entre les sites par rapport à certaines problématiques. Donc voilà, donc on fait tout ça en termes de communication interne. Après, il y a énormément d'événements qui sont organisés sur les différents sites et auxquels on peut aller. On a des after-work communs. Enfin, vraiment, tout ça fait que il y a des jeux concours. Enfin voilà. Et franchement, notre équipe communication est très inventive et c'est très sympathique. Et puis, on a bien sûr un séminaire annuel de 2 jours enfin voilà, qui réunit tous les collaborateurs. OK, très bien. C'est vrai, moi je vois quelques actualités, passer sur, LinkedIn, et c'est vrai que, enfin, je trouve qu'il y a quand même une ambiance qui rayonne chez GmbH. J'ai vu des photos notamment avec, apparemment il y a une histoire avec un ballon de rugby, dans un des bureaux de GmbH. J'ai commenté, hein, j'aimerais bien savoir quelle est cette histoire. Je sais pas si, on peut en parler, mais si tu as des Alors infos, l'histoire du ballon de rugby, justement, c'est l'histoire d'une transmission. Alors bon, j'espère que je vais raconter l'histoire de façon correcte. C'est un des 3 fondateurs qui était fan, qui est toujours d'ailleurs fan de rugby et qui était président du cabinet. Et le jour où il a passé la main pour la présidence, il a transmis le ballon de rugby donc à notre président actuel. Et donc notre président actuel a ce ballon de rugby dans son bureau. ah, Voilà. c'est trop mignon. En fait, c'est marrant parce que déjà, bon, les valeurs du rugby, moi, je suis fan de rugby, donc ça me parle, et je trouve que c'est des belles valeurs. Et le geste, en fait, de la transmission, c'est vraiment rigolo de l'imager et de le rendre concret, comme ça dans le cabinet. C'est assez atypique. Maintenant, je comprends l'histoire du ballon de rugby. Euh, Exactement. Pardon, excuse-moi. D'un point de vue, interne et organisationnel, du cabinet, du coup, on a vu la communication, il y a des événements, tout ça. Après, comment vous faites pour mesurer, les répercussions positives et le bien-être des collaborateurs qu'il peut y avoir, qui travaillent avec vous? Alors nous, on s'est lancé dans Great Place to Work l'année dernière. Et donc, on a été labellisé et c'est vrai que ça nous a permis. euh, alors, bon, déjà avant, on faisait des fois des sondages, voilà, on fait des entretiens annuels très complets chaque année avec chacun des collaborateurs. Mais c'est vrai que ça nous a permis aussi euh, de faire répondre à tous les collaborateurs à tout un tas de questions sur comment ils se sentaient chez GmbH, qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer, qu'est-ce qui allait moins bien. Et ça nous a permis de définir des axes d'amélioration. Et dans ce contexte-là, on avait refait si je ne dis pas de bêtises, une autre consultation de tous les salariés pour savoir quels avantages spécifiques ils préféreraient avoir au sein du cabinet. Et c'est sûr que, alors, il y a cette partie-là qui nous permet d'avancer sur tous ces sujets. Et puis également, on est labellisé Lucie, qui est un label RSE. Et donc, il me semble que le cabinet GmbH est le premier à avoir été labellisé Lucie. Et donc, dans ce cadre-là, on a un audit Lucie, je ne sais plus si c'est tout, enfin régulièrement.
Et dans ce contexte, on doit répondre à tout un tas de questions. Il y a des salariés qui sont interviewés, pour balayer un petit peu tous les aspects de la vie en cabinet, parce que le RSE, c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi tout ce qui est sociétal et cetera. Et dans ce cadre-là, on a aussi un plan d'amélioration en interne qui découle de ces audits, du label Lucie. D'accord, et comment vous avez Mmh. connu, ce label-là? Bien justement, je pense que c'est une vision, d'un de nos fondateurs qui s'est dit qu'on ne pouvait pas, avancer durablement dans cette société, si on n'avait pas la préoccupation de ce qui devait être durable. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se pose une question, il faut se poser la question: «Est-ce qu'on peut rester comme ça, durablement?» Si la réponse est non, c'est pas possible et je pense que d'elle-même, la société en ce moment, elle est en train de c'est un petit peu quelque chose de particulier parce que d'un côté, on a l'impression qu'on ralentit, mais de l'autre, on a l'impression que tout s'accélère. Mais c'est vrai que du côté du travail, on voit bien que c'est plus possible de faire des horaires à la rallonge tout le temps, que c'est pas durable en fait. Et l'objectif, c'est quand même d'être sur une activité qui nous permette à tous, de rester dans cette activité, sur le long terme. Donc, en gros, on peut pas se brûler, les ailes, en 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Il faut s'inscrire, dans la durée aussi. On peut pas, voilà, on n'est pas des machines. On peut pas, être tout le temps, H24, sur notre ordinateur et cetera. Et là, je pense que par rapport aux préoccupations des générations actuelles, même des générations comme la mienne, ont pris conscience qu'on pouvait pas, être tout le temps à fond, qu'il y avait des moments où il fallait se reposer, passer des bons moments en famille, rester avec ses enfants et vraiment décrocher. Et ça, je pense que, même si c'est une préoccupation chez nous, c'est une préoccupation qui nous a un petit peu imposée aussi par les nouvelles générations qui ont envie de faire, cette vraie séparation entre la vie, professionnelle et la vie privée. Nous, on faisait peut-être un petit peu moins, ce distinguo ou cette séparation. Donc c'est vrai qu'en tant qu'associé, parfois on travaille très tard, de temps en temps on travaille le week-end. Mais après c'est aussi une hygiène de vie de se dire, de s'obliger à s'arrêter, à prendre du recul. Parce que déjà je pense que ça permet d'avoir, des idées. Quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile, de prendre du recul et justement d'imaginer la vision de ce qu'on veut, heu, d'avoir des idées, pour le cabinet, pour son avenir. Et d'autre part, même nous, on doit être des modèles, je trouve, pour les salariés. Et s'ils nous voient tout le temps en train de travailler, de pas voir notre famille et d'être vraiment, dans des situations compliquées, pour eux aussi, je pense que c'est compliqué. Alors que s'ils voient quelqu'un, qui a aussi une vie privée, qui arrive à gérer les 2, même si, forcément, quand on est associé, la vie professionnelle, elle prend quand même une bonne place, une très grande place dans notre vie. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir s'arrêter et prendre soin de soi, justement pour que ce soit durable. Et pour nous, c'est comme ça. Pour les générations, les collaborateurs de notre cabinet, je pense que c'est pareil. Il faut faire en sorte d'avoir un environnement, qui soit favorable et qui permette de faire en sorte que, l'activité, perdure telle que. C'est clair, et puis, comme tu dis, c'est très important, l'image que vous, en tant qu'associé, vous pouvez, dégager, parce que déjà, au niveau de l'implication des collaborateurs, ça va avoir un impact. C'est sûr qu'on va être beaucoup plus boosté et avoir envie d'aller plus loin dans nos études ou, dans notre carrière, quand on voit qu'un associé, il s'éclate et qu'à côté de ça, il y a quand même un équilibre, vie pro, vie perso. Alors que si on voit que l'associé, c'est compliqué, qu'il y a des heures à rallonge, qui bosse tous les week-ends et qui subit, clairement, ça, rien que pour l'ambiance du cabinet, c'est pas fou, et ça instaure pas une espèce de dynamique, qui va de l'avant et qui donne envie, etc. Mmh. Alors je pense qu'il y a des moments où on est obligé de subir, parce qu'on vit pas dans un monde idéal. Ouais. Donc il y a forcément des moments où on est un petit peu, sous l'eau, mais il faut pas que ce soit des moments qui durent, trop longtemps parce que sinon, c'est pas quelque chose de souhaitable, à long terme, quoi. Oui, Mmh. mais et puis parfois, enfin, j'ai vu que dans certains cabinets, parfois, donc il y avait des semaines qui étaient plus compliquées, plus denses, Mmh. et du coup, c'était récupéré sur d'autres semaines qui étaient dans des périodes beaucoup plus creuses, et Mmh. le rythme était beaucoup plus léger. Je crois que Mmh. c'était
Bah, période fiscale, du coup, il y a beaucoup plus d'heures qui sont faites et je crois un autre mois dans l'année ou 2 mois ou 3 mois, c'est une semaine de 4 jours. Du coup, ça Mmh, compense, ça du coup, mmh, ça offre un autre confort de vie parce que passer mmh. à quasiment moitié de temps pro, moitié de temps perso, c'est différent. Ouais. Alors nous, on n'a pas instauré ce type de système-là, mais c'est sûr que quand on est en dehors de la période fiscale, si on voit des gens qui sont encore là à 6 heures, 6h30, on va leur dire: «Bah, c'est pas la période fiscale, s'il y a un souci sur un dossier, faut nous dire et on va réétaler les dossiers ou la charge ou voilà, qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce qu'on peut pas le déléguer à quelqu'un d'autre qui a du temps?» Donc on va essayer de faire ça, justement parce que, bah, hors période fiscale après ce qui est compliqué, je trouve, dans nos métiers, c'est que de plus en plus, on a des dossiers qui avec de la tenue, mensuelle, avec des reportings mensuels et c'est vrai qu'en période fiscale, on a plus de travail que le reste du temps, mais parfois, ça amène à avoir, un niveau d'activité soutenu quand même, au quotidien, même en dehors de la période fiscale. Donc ça, après, nous, on essaie de le gérer avec, des réunions planning, hebdomadaires, justement pour pouvoir voir, où il y a de la place et cetera. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, fin juillet, à chaque fois que je fais des points planning avec les équipes, je leur dis: «Surtout si vous avez, n'importe quoi que vous pouvez déléguer, dites-le nous parce qu'il y a du temps au planning, on peut, redispatcher et cetera». Ouais, c'est ça. En fait, après, chacun, en fonction de l'organisation du cabinet, chaque cabinet s'adapte bah, enfin, je vais pas dire allège, mais réorganise s'il faut quand il y a besoin pour que ce soit, bah, comme tu disais, plus vivable pour tous. Et Bah donc, oui, c'est ça, ouais. Mmh. tu as parlé de tendances, des besoins spécifiques que on va dire, nouvelle génération évoquait quand vous Mmh. faisiez vos bilans. Ça, c'est apparu avant Covid ou après Covid? Alors, je trouve qu'avant covid, on avait déjà un peu des signaux, hein, des attentes de la nouvelle génération. Moi, je sais que j'avais lu plein de livres, sur la génération Y, sur la génération Z, enfin voilà. Parce que c'est vrai qu'on essaie de comprendre, on essaie de voir quelles sont les attentes et puis au quotidien, bon, on essaie d'être attentif aussi. Mais bon, nous aussi, on a nos propres, valeurs, la façon dont on a été éduqués, dont on a commencé dans la vie professionnelle. Donc c'est vrai que tout ça, ça parasite des fois les échanges parce que les attentes des 2 côtés ne sont pas les mêmes. Heu, Par rapport à tout ça, moi je trouve que le covid, il y a eu un vrai changement. Mais ça, tout le monde le dit, hein, mais pour moi, c'est un vrai changement culturel, profond parce que même des personnes, donc je suis pas vieille, hein, mais même des personnes qui ont mon âge ou qui sont plus âgées ont voulu, décrocher, faire le tour du monde, partir en province, enfin, je connais beaucoup de personnes et ça dépend pas forcément de l'âge, c'est-à-dire, c'est pas seulement la génération Y ou Z ou voilà. Tout le monde a un peu remis en question, ce qu'il était en train de faire et s'est demandé, ce qui était vraiment important, pour lui. Donc, bah, dans ce contexte-là, c'est vrai que, ça a remis à plat un certain nombre de choses et même nous, au sein du cabinet, on a très peu de turnover, mais on a eu, des départs en province, des situations, voilà, avec des gens qui ont voulu aller faire le tour du monde et cetera. Enfin, on a senti un véritable besoin, de remettre en cause le sens, de ce qui était fait. Alors pas seulement au cabinet, hein, mais en général, et c'est sûr que ça enfin moi je trouve que ça a changé beaucoup de choses, heu, mais pas seulement au niveau des jeunes générations. Je pense que ça a touché vraiment, tout le monde. Mmh. Et donc est-ce que tu aurais quelques exemples, des besoins spécifiques, qui ont été évoqués, dans les rendez-vous ou les points que vous faisiez? Par rapport aux collaborateurs, bah, Ouais. forcément, il y a le télétravail, hein, qui arrive en premier. Donc c'est sûr que, on a, des salariés, qui font, 2 jours de télétravail en dehors par semaine, hein, en dehors de la période fiscale. Pendant la période fiscale, il me semble que c'est une journée par semaine dans notre règlement, intérieur télétravail. Donc c'est un peu moins, mais il peut y avoir des exceptions. C'est-à-dire que ceux qui ont, par exemple, des enfants en bas âge, ben, on accorde 2 jours par semaine parce que c'est plus simple pour eux et cetera. Et puis ça dépend aussi, du type de dossier qui est traité, s'ils travaillent en équipe, pas en équipe, s'ils sont managers, pas managers. Voilà, donc il y a des règles cabinet qu'on s'efforce de suivre et puis, bon après on essaye d'adapter, par rapport, justement à chacun. Donc il y a toutes les problématiques de télétravail. Heu,
moi personnellement, j'ai pas trouvé que le télétravail était, applicable à mon cas. J'ai trouvé que c'était une horreur, hein. Donc j'ai pas du tout envie de faire du télétravail. Mais bon, ceux qui ont envie d'en faire, il y a pas de souci, on a une charte, en interne et puis, voilà, les gens prennent du télétravail. Il y a pas de souci par rapport à ça. Donc on a tout ce qui est télétravail. Après, heu moi, je trouve quand même qu'on est ressorti un petit peu secoué de cette crise-là, heu, que les personnes sont peut-être plus attentives, à leur entourage, à ce qui peut se passer, à leurs envies, à leurs projets. Donc tout ça, ça rebat un petit peu les cartes. Donc on essaye de faire au mieux, pour, faire en sorte que les gens se sentent bien, quand ils viennent, travailler. Ouais. Parce que je trouve que c'est important. Par exemple, on a des jeunes, ils sont tout le temps sur site parce qu'ils sont comme moi, ils aiment pas trop le télétravail, ils aiment bien être ensemble, il y a une bonne ambiance, donc voilà, donc ils viennent, voilà. Et je pense que ça, c'est tout secteur d'activité confondu. Il y en a de plus en plus qui écoutent, de plus en plus leurs besoins et après le télétravail, en fait, c'est un peu qui tout double en fonction des missions. Toi, tu dis que, c'est une horreur, enfin, tu le vis, pas forcément très, très bien parce que c'est plus simple, pour toi d'être au cabinet. Il y en a qui vont se sentir, encore plus productifs, à la maison. Ce qui est chouette, c'est Mmh. qu'en fait, ce soit aménageable en fonction des profils, parce que Ah bah oui, c'est sûr. Je sais que, par exemple, pendant le covid, j'avais une jeune dans mes équipes, elle ne supportait pas d'être, en télétravail parce qu'elle était toute seule chez elle. Donc on faisait la permanence, au cabinet toutes les 2. Parce que, bah, moi, ayant des enfants, en fait, j'avais l'impression de tout enchaîner toute la journée sans m'arrêter. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être tout le temps entre le travail de la maison, le fait de m'occuper des enfants et puis le travail, professionnel. J'avais l'impression que j'avais pas de coupure et que ça s'arrêtait jamais, en fait. C'était un jour sans fin pour moi, le télétravail. ouais. Et donc, bah, forcément, je le vivais pas très bien. Mais après, il y en a plein qui le vivent hyper bien. Et donc, bah, ceux qui avaient besoin d'aller sur site, ben, alors, dans les limites, bien sûr, de ce qui était autorisé à l'époque, on les a fait venir sur site. Et puis après, ceux qui ont voulu du télétravail, ben, on leur a accordé du télétravail. Mmh. Ouais, je comprends. Bah, ça me rappelle, Mmh. quand, du coup, quand il y a eu la période, covid, moi j'étais, en BTS à ce moment-là et donc on n'avait plus le droit de venir à l'école, sauf cas exceptionnel, parce que pareil, il fallait, gérer les quotas et aussi, bah, pour les étudiants qui avaient pas forcément de wifi chez eux. Moi, je vivais dans un petit studio et c'était l'horreur de Mmh. passer toutes mes journées dedans. Donc c'est vrai que Mmh. j'étais contente d'aller à l'école et pas rester en distanciel pour faire mes cours, à la maison, quoi. C'était compliqué. Mmh. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, du coup, on s'adapte au cas par cas. Et puis après, bah, forcément, quand on se recentre sur ses priorités, je pense qu'on a envie, tous, après covid, de faire un travail qui a du sens, de se sentir utile au quotidien et d'arriver à avoir une vie personnelle, riche, quoi. Je pense que c'est un petit peu ce que veut tout le monde. Ouais. Mmh. Jusqu'à présent, du coup, on se positionnait un peu du point de vue, enfin des sciences humaines, en faveur du collaborateur. Mais dans un cabinet, il y a aussi un autre acteur qui sont les clients. Mmh. Comment les connaissances, on va dire en sociologie, elles peuvent être utilisées pour mieux comprendre les besoins et les attentes des clients de l'expert comptable? Mmh. Alors là, je pense qu'on va passer du côté des compétences vraiment relationnelles, de tout ce qui est communication. En fait, je trouve que dans la communication avec le client, il y a une qualité qu'il faut avoir ou alors qu'il faut s'efforcer d'avoir, c'est tout ce qui est pédagogie. Si on n'arrive pas à expliquer les clients, donc nous, on fait des choses qui sont compliquées, la technique, elle est compliquée, la réglementation est compliquée, enfin voilà, tout est compliqué. Et c'est vrai que nous, notre challenge, c'est un peu de rendre ça simple et compréhensible pour notre client, pour qu'il comprenne l'environnement dans lequel il se situe et les enjeux. Et c'est sûr que ces qualités pédagogiques, elles sont vraiment importantes et ça va permettre, par exemple, ben, en rendez-vous bilan, quand on va discuter du bilan, vraiment d'aborder les points essentiels avec le client et de communiquer avec lui sur ses enjeux, quotidiens, par rapport à ce qu'il y a dans ses chiffres, voilà. Donc ça, c'est un 1er point. Moi, je pense qu'il faut vraiment, développer cette qualité-là, qui est d'être pédagogue, avec ses clients, mais c'est pareil avec les équipes, hein. C'est-à-dire que
Si on leur donne un travail à faire et puis qu'on leur explique pas bien, ce qu'il faut faire et pourquoi, ben, on court un peu à la catastrophe, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et après, la communication avec le client, je trouve que dans la relation client, il faut quand même, s'adapter beaucoup aux signaux qu'on reçoit de la part du client. C'est-à-dire s'il est angoissé, il faut le rassurer. Si au contraire, il prend trop de risques, bah, il faut être, très mesuré et lui expliquer, quels sont les risques qu'il prend. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça nécessite d'être très, adaptable en matière de réactivité par rapport, aux signaux, envoyés, par les clients. Et puis ça nécessite aussi un petit peu d'avoir de l'empathie. C'est-à-dire que voilà, un client qui a un problème personnel, par exemple, et qui, bah, on va pas le relancer 3 fois pour sa TVA. On va lui passer un petit coup de fil en lui disant: «Bon, bah, ce mois-ci, on va s'arranger comme ci, comme ça, on va pas vous déranger», voilà. Donc je trouve que tous ces éléments-là, heu le fait d'être vraiment attentif, presque attentionné, c'est-à-dire à l'écoute de son client, de comprendre ses problématiques, qui sont parfois des problématiques personnelles qui interfèrent avec des problématiques, professionnelles. Tout ça, c'est vraiment, des éléments à prendre en compte quand on va l'appeler, quand on va interagir avec lui. Et c'est vrai que souvent, parfois, on peut arriver à des situations, un petit peu tendues avec un client, mais c'est parce que tout simplement, il est très angoissé par rapport à tel ou tel point. Donc il faut lui expliquer. Donc tout ça, il faut un petit peu, savoir le décrypter, prendre du recul et ce sont des qualités, vraiment, très humaines, en fait, qui sont mobilisées à ce moment-là, qui nécessitent de sortir de «soi-même» entre guillemets, c'est-à-dire de vraiment faire attention à l'autre, de comprendre ses problématiques et de pouvoir, ajuster, sa communication en fonction. D'accord. Et donc ça, c'est vous formez, vos collaborateurs, à avoir ce type de comportement-là avec les clients si, de base, c'est pas trop inné? Parce que c'est être, je sais qu'il y en a qui peuvent enfin, il y a des collaborateurs qui peuvent être beaucoup, beaucoup techniques et Ouais. humains, bah, pas très à l'aise. Et parfois réagir Mmh. à des situations comme ça où il faut être, plus, à l'écoute du client et plus empathique, c'est pas évident pour tout le monde. Comment se fait le suivi, par rapport à ça? Mmh. Alors c'est une très bonne question parce que pour l'instant, on n'a pas encore vraiment, formé, les collaborateurs à ce sujet. On a eu, il me semble qu'il y a eu, à un moment donné des formations sur la gestion de la relation client justement, par rapport à ça. Mais je pense que c'est vraiment un point qu'on va développer en termes de formation, interne, parce que c'est vraiment important. Un collaborateur effectivement qui est très technique et qui a tout d'un coup une remarque d'un client qu'il peut trouver agressive, il va mal le prendre alors que finalement c'est pas du tout lui qui est mis en cause. C'est une situation d'ensemble qui rend parfois, qui peut rendre par exemple le client très angoissé et qui va amener à cette réaction-là, mais ça a rien à voir avec le travail du collaborateur ou autre. Généralement, quand il y a des soucis comme ça remonte tout de suite à l'associé et c'est l'associé justement qui va avoir ce rôle d'appeler, de comprendre, d'interagir et cetera. Donc cette gestion-là, elle se fait plutôt, pour l'instant au niveau des associés, mais je suis tout à fait d'accord a avec toi, il faut vraiment que ça redescende aussi au niveau, des collaborateurs parce que finalement l'avenir de notre métier, ça va être de plus en plus de l'intégration de données, de l'automatisation et la relation client, elle va prendre le pas dans notre métier et c'est là qu'on va pouvoir, donner du conseil, apporter en fait une gestion de dossier. Parce que ça devient ça, hein, quand on intègre les données et cetera, bah, de plus en plus, on devient gestionnaire de dossiers. C'est-à-dire, il y a un problème avec l'administration fiscale, donc on va suivre le dossier avec l'administration fiscale. Il y a un problème avec l'URSSAF, donc on va suivre le dossier avec l'URSSAF et cetera et cetera. Donc on fait de plus en plus de suivi de dossier et de suivi de la situation du client, même de sa situation financière et dans ce contexte-là, bah, la qualité qui va être demandée, aux collaborateurs, ça va être non seulement d'avoir, des compétences techniques, pour pouvoir réviser ce qu'auront fait les machines, qui ont automatisé tout un tas de choses et puis d'avoir des compétences plus soft skills, bah, justement pour davantage, prendre, leur téléphone, appeler le client, voir ce qui va, voir ce qui va pas, le conseiller et cetera et ça, c'est un vrai challenge, je pense, dans nos professions. C'est d'arriver en formation continue à faire en sorte de développer ces soft skills-là dans nos équipes, parce que finalement, les équipes, c'est elles qui sont en contact régulier avec les clients et ce sont eux qui sont en première ligne. Donc, même si parfois ça remonte chez nous, bah, souvent quand il y a un sujet, bon, nous, du coup, on gère, heu
Mais je pense qu'au niveau des collaborateurs, toutes ces compétences-là, il faudrait les développer, ne serait-ce que pour faire en sorte que le client soit satisfait. Mais je vois, ça permet aussi de détecter d'autres types de missions pour le client. C'est-à-dire qu'on est très mauvais en détection de missions pour nos clients parce qu'en fait, ils nous voient que comme des experts comptables, même quand on a des juristes, des fiscalistes en interne. Et souvent, le fait de passer un coup de fil au client, ça nous permet de voir qu'il a telle ou telle problématique à l'heure actuelle et ça nous permet également de le mettre en relation avec des spécialistes au sein du cabinet qui pourront répondre à son besoin. Alors que parfois, on voit passer dans la comptabilité des factures de consultants sur des missions que nous, on aurait pu réaliser au sein du cabinet, mais comme on n'est pas en contact régulier avec le client, parfois, on peut passer à côté de certains besoins clients et de temps en temps, il y a des clients qui nous disent: «Ah si j'avais su que j'aurais pu tout faire par GmbH, je vous aurais appelé et ça aurait été plus simple pour moi». C'est vrai que parfois les clients peuvent oublier qu'un expert comptable, c'est aussi un conseiller et qui, enfin, il y a, je crois, que la majorité des cabinets d'expertise comptable qui proposent justement des prestations de conseil. Et notamment avec l'arrivée de la facturation Mmh. électronique, Électronique. Mmh. qui va enlever toute une partie, on va dire, redondante et de saisie aux collaborateurs en faveur, j'espère, de plus de prestations et d'accompagnement. Et tu parlais de formation continue, mais justement, rien que vis-à-vis de la facturation électronique, est-ce que vous avez prévu chez GMBA des formations des formations continues ou des préparations sur la Mmh. facturation électronique pour que les collaborateurs soient au taquet sur le sujet? Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, toutes les questions liées à la facturation électronique, elles sont traitées, au niveau de notre groupe, digital, puisqu'on a un groupe de travail digital avec une personne, dédiée et ce sont eux qui travaillent, justement sur l'anticipation des problématiques liées à la facturation électronique. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en l'état, on a encore, très peu d'informations et on n'a pas encore accès aux plateformes qui vont être agréées par le ministère, et cetera. Donc c'est un peu tôt encore pour faire de la formation, des équipes. Cependant, à chaque séminaire, à chaque événement un petit peu collectif, on leur rappelle que la saisie va devenir de plus en plus de l'intégration, que, avec l'intégration de données, nos métiers changent. Donc nous, par exemple, on a développé, beaucoup de data analyse, parce qu'on sait que bientôt on va être confronté à tout un tas de données et que la valeur ajoutée va venir de l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Donc on sait que voilà, on va être de plus en plus amené à faire de l'intégration et de ce fait-là, les collaborateurs, au lieu de faire de la tenue, ils vont faire de la révision. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se positionner de façon critique par rapport à ce qui aura été fait par les outils pour dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Mais rien que ce positionnement-là, il est nouveau. Donc ça va amener justement, ça va nous amener à former les collaborateurs, de ce point de vue-là, puisque l'esprit critique, ça s'apprend. C'est pas quelque chose, comme d'habitude, comme je dis depuis le début, c'est pas inné. Donc il faudra bien les accompagner à ce sujet-là. Pour l'instant, on estime que c'est encore un peu trop tôt. Après, on fait des webinars, pour nos clients, voilà, pour expliquer un petit peu le grand principe et bien sûr, on les encourage à s'inscrire, à ce type de webinar pour se tenir au courant. Oui, d'accord. Donc en soi, là, on va dire là tout de suite, vous trouvez que c'est un peu trop tôt, mais par contre, à Mmh. côté de ça, vous les encouragez carrément à suivre et à rester attentifs sur ces sujets-là. C'est ça, ils sont sensibilisés. Mmh. Lors de beaucoup d'événements cabinets, on les sensibilise à nouveau aux évolutions du métier, donc on fait venir des prospectivistes et cetera. Mais pour l'instant, pour les former, de façon très, pragmatique, comme on n'a pas encore les outils et cetera, c'est compliqué. Donc c'est prévu, heu, mais pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Ouais, le temps au temps, quoi. Voilà, faisons chaque chose, C'est ça. dans un ordre de priorité. On va approcher de la fin du podcast. J'ai une, dernière question sur le sujet et après j'aurai toujours la petite question, propre, au podcast. Donc là, tu parlais de les métiers changent, les Mmh. responsabilités du coup évoluent aussi. Mmh. Et j'ai cru comprendre que chez GMBA, vous cherchez à permettre, à chacun, d'évoluer et à monter en compétences de manière, efficace et pérenne dans le temps.
vous, votre objectif, c'est quand même que si quelqu'un rentre chez vous, il aille le plus loin possible dans ses ambitions Mmh. chez GmbA. Oui. Et du coup, comment qu'est-ce que toi tu vas mettre en place grâce à tes compétences en sciences humaines et ta casquette d'enseignante? Comment tu vas faire pour rendre ça possible et conserver quelqu'un chez GmbA Mmh. alors qu'il peut y avoir d'autres offres alléchantes ailleurs? Mmh. Alors moi, je dirais que c'est vraiment un travail collectif des différents associés. Et on a tous bien sûr cette sensibilité-là, de vouloir, conserver nos équipes et de les faire grandir. Alors déjà la première chose, c'est que, GmbA, c'est un cabinet qui connaît, une croissance continue. Donc dans ce cadre-là, on a beaucoup de nouveaux clients qui rentrent chaque année, ce qui nous permet de faire évoluer chacun. C'est-à-dire que s'il y a un dossier intéressant, et qu'on le donne à quelqu'un, l'autre, il sera jamais jaloux puisqu'il sait qu'il y en aura un deuxième qui va arriver à un moment donné. Donc nous, on fait attention à bien répartir les dossiers en fonction des compétences de chacun et puis de ses appétences. Ensuite, donc ça, c'est au niveau de chaque site, en fait. Donc, comme il y a toujours des nouveaux dossiers, bah, ça permet à des équipes de pouvoir monter en compétence sur un dossier. Et puis, le chef de mission qui était au-dessus, bah, il va sortir du dossier et puis il va prendre un nouveau dossier qui vient de rentrer, qui demande des compétences importantes dans tel ou tel domaine. Nous, on dit toujours que la personne qui arrive sur un dossier, son objectif, c'est de pousser dehors la personne qui est devant lui. Donc voilà, donc tout le monde monte comme ça. Sauf que la personne qui a été poussée dehors, bah, comme il y a plein de nouveaux dossiers aussi, ou alors des dossiers intéressants sur lesquels elle-même, elle va pousser dehors la personne du dessus, bah, tout le monde est censé évoluer comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que cette dynamique de croissance du cabinet permet d'avoir un dynamisme dans les portefeuilles clients qu'on peut peut-être pas retrouver ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chez GmbA, et ça c'est très spécifique à notre cabinet, on a un style de management qui est transversal. Et de ce fait-là, moi je peux travailler en direct avec un stagiaire alors que je suis associée. Et les autres associés, bah pareil, ils peuvent travailler avec des stagiaires. On peut avoir des dossiers où on a des équipes de 5 personnes, parce que c'est des gros dossiers, comme on peut avoir des équipes de 2 personnes. Donc en fait, à chaque fois, en fonction de la taille du client et du besoin du client, on va mettre en place une équipe sur mesure, mais qui va permettre de mobiliser des jeunes et de leur faire confiance. C'est-à-dire que un jeune qui vient d'arriver comme stagiaire, c'est pas parce qu'il est stagiaire qu'on va pas lui donner des dossiers intéressants. D'accord? Donc bien sûr, on va l'encadrer. Donc nous, ça nous demande beaucoup d'efforts en termes d'encadrement et de formation, mais je pense que c'est ce qui fait que les jeunes, bah, ils sont contents de venir chez nous, parce qu'ils sont formés, parce qu'ils sont entourés, et cetera. Donc cette proximité avec les équipes, du fait de ce management transversal, ça permet aussi d'être à l'écoute de leurs besoins et de leurs envies. C'est-à-dire que c'est là qu'ils vont nous dire, bah tiens, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'on a Ces plusieurs différentes sites avec des colorations en spécialités termes un de petit peu portefeuille différentes. Des client, de type de colorations, mission parce qu'en fait, on n'a pas que cette et de sites, spécialité-là sur ça les nous sites. permet quand On même a d'être des assez colorations sur flexible les différents sites. par rapport au Et ça parcours de fait chacun. que, bah, par exemple, moi, je m'occupe du conseil. Si j'ai un chef de mission qui est très motivé sur un autre site et qui a envie de venir travailler sur une mission avec moi, je peux très bien travailler avec cette personne. Si une personne d'un site qui était stagiaire en expertise et un petit peu d'audit veut être embauchée sur un site qui fait de l'audit à temps plein, ben, elle va pouvoir être embauchée sur un autre site qui a cette spécialisation dans l'audit. Donc en fait, on arrive à faire des passerelles entre sites, entre spécialités. Alors après, bon, on peut pas non plus passer de la paye à l'audit, mais voilà, on essaie quand même d'être à l'écoute et ces différentes colorations en termes de portefeuille client, de type de mission et de site, ça nous permet quand même d'être assez flexible par rapport au parcours de chacun. Ouais, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est, totalement modulable, en fonction des compétences de chacun et des centres d'intérêt de chacun. Admettons, si, moi je suis passionnée, par le sport et la culture, il est fort probable qu'à un moment donné, je puisse, travailler avec, je sais pas une salle de concert, pour, le suivi Mmh. du dossier ou alors, un club sportif et cetera. Oui.
OK, Dans la mesure du portefeuille client. oui, bien C'est-à-dire sûr, oui, qu'on n'aura peut-être pas 150 c'est ça. artistes. Donc, on pourra vous mettre sur 2 ou 3 artistes pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et puis suivre le client. Et puis le reste en PME, TPE. Ou alors, si vous avez une fibre internationale, on peut vous mettre sur des dossiers de filiales de groupes étrangers. Si vous parlez bien anglais, vous avez envie de parler anglais et tout. Donc, en fait, on va essayer de s'adapter, bien sûr, dans la mesure. Enfin, voilà, on ne peut pas non plus faire du sur-mesure pour tout le Oui, monde et totalement à la carte. Mais on va essayer au maximum ouais. d'avoir la coloration du portefeuille qui va bien en fonction des appétences de la personne. Et du coup, je suppose que si jamais, admettons, j'ai un passé de boulanger, j'ai monté, ma boulangerie, et que j'ai décidé de me reconvertir, comme j'ai aussi Mmh. cette expérience-là, je pourrais aussi être, amenée à travailler sur des dossiers, avec des artisans boulangers parce que justement j'ai un recul et une expertise qui fait que je peux mieux Mmh. accompagner les clients. Bah oui, c'est possible. Après, notre portefeuille client, il est très diversifié, donc on ne pourra jamais Oui, spécialiser bien sûr. complètement une personne. Mais effectivement, comme justement il est diversifié, bah, on a toujours dans le lot un artisan boulanger, des restaurateurs, etc., etc. Ouais, ouais, j'imagine. Bah, c'est lié OK. aussi à la diversité de nos missions hein, et de notre métier. Mm. Et puis en même temps, si tout se ressemblait, ça serait peut-être beaucoup plus enfin, ça serait difficile, de supporter tout le temps les mêmes tâches si Bah, c'est c'était, ça. Si j'ai commencé par dire que le métier d'expert comptable, je m'étais reconvertie dans ce métier parce que chaque jour était différent, bah forcément, c'est que les missions sont différentes, les bah clients sont oui, différents, tout bouge tout le temps et c'est ça qui est sympa. c'est clair, c'est la richesse du métier. Mm. Bon, dernière question pour la fin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, c'est parfait. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi? Si j'étais un compte comptable, Oui. alors là, j'ai jamais réfléchi à ça. Si j'étais un compte comptable, ah, je serais peut-être un 467, celui que personne n'aime. Pourquoi? Parce que on sait jamais ce qu'il y a dedans, c'est toujours la surprise. Il peut être à l'actif, il peut être au passif, on sait jamais ce qui va se passer. C'est vrai, Et à la fin, on nettoie et puis pof, on a une bonne vision de la situation. exactement, je note, je note. Mm. Et ben, Céline, je te remercie pour, ton intervention sur le podcast. C'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger sur, ce sujet-là, et surtout d'avoir apporté une autre vision aux sciences humaines qu'on catégorise un peu trop de sciences molles, comme tu dis, alors que, c'est un support et quelque chose qu'il faut vraiment valoriser, dans les cabinets. J'espère que tu auras passé un bon moment, que ça aurait été aussi instructif pour toi. Et si jamais on a des questions sur des sujets ou si jamais on veut te retrouver quelque part, où est-ce qu'on peut te contacter? Ah bien, sur LinkedIn, je suis très active, enfin peut-être pas en commentaire ou autre, mais je suis très active sur LinkedIn et je suis tout le temps connectée. Donc si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou alors je pense que mon adresse mail, elle doit être sur le site de GMBA. Donc n'hésitez pas. Et puis merci beaucoup Judy pour cet échange. C'était Avec vraiment plaisir, fort sympathique. avec plaisir. Et ben, je te dis à bientôt et puis, belle vie, belle carrière, chez GMBA. Merci beaucoup. Merci. À très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.